Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, quel impact la révolution numérique peut-elle avoir sur notre vie, notre organisation du travail? Comment adapter surtout notre organisation à cette révolution? On en parle avec Bruno Mettling, directeur général adjoint d'Orange en charge des ressources humaines. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé sur le sujet et remis un rapport hier à la nouvelle ministre du Travail. Cette révolution numérique dont on parle, elle se traduit par quoi principalement aujourd'hui? Aujourd'hui, dans les entreprises, c'est principalement deux choses. C'est les équipements dont on équipe les salariés, les smartphones, les tablettes, les micro-ordinateurs, un chiffre qui est quand même impressionnant. 90% des cadres sont équipés par l'entreprise d'un micro-ordinateur. Donc, vous voyez, c'est d'abord les équipements. C'est ensuite l'explosion, par exemple, du travail à distance, une autre manifestation concrète qui, évidemment, pose des tas de sujets. C'est une opportunité, mais c'est aussi des tas de questions, des tas de sujets. Comment manager un collaborateur qui est à distance? Comment nouer avec une relation équilibrée? Et puis, c'est la phase qui est encore moins visible, mais qui se répand très vite. C'est des nouvelles méthodes de travail, beaucoup plus transversales, beaucoup plus agiles, qui, j'allais dire, viennent corriger les défauts de nos entreprises, plutôt de nos grandes entreprises, cloisonnées, verticales, où chacun est bien dans sa mission. De plus en plus, avec le numérique, on organise la transversalité, les coopérations, les échanges. On parle notamment désormais, Bruno Mettling, de fonctionnement en mode projet. Alors, c'est ce qu'on entend dans les écoles de commerce et dans les entreprises aussi. C'est vrai, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le cycle de l'innovation s'accélère considérablement. Et que très clairement, il faut que les entreprises adaptent leur mode de fonctionnement par rapport à une ancienne méthode où on identifiait, on développait, puis on testait, puis on mettait sur le marché. On est aujourd'hui dans des cycles beaucoup plus courts parce que le rythme de l'innovation s'accélère, pendant lesquels, j'allais dire, on conçoit, on teste et on met beaucoup plus vite. Donc ça suppose des nouvelles méthodes qui mobilisent des équipes qui peuvent appartenir à différents départements pour réaliser le plus rapidement possible le projet. C'est avant tout une approche par les compétences qui se joue derrière, si j'essaye en tant que DRH d'en synthétiser les enjeux, là où avant on avait plutôt l'habitude de raisonner par emploi, les catégories d'emploi, les modes d'emploi, les métiers. De plus en plus, on mobilise les compétences pour les regrouper sur un enjeu, sur un projet, pour être beaucoup plus efficient. En termes d'organisation du travail, notamment pour ce qui est du temps de travail, vous insistez sur l'importance, l'utilité de ce qu'on appelle le forfait jour. D'abord, à quoi ça correspond aujourd'hui le forfait jour et comment le sécuriser puisque c'est l'objet de votre rapport notamment? Si vous voulez, dans la loi sur le temps de travail, la bonne surprise qu'on a eue d'abord, c'est que les employeurs du numérique, ceux qui ont aujourd'hui des centaines de salariés, on a des vrais success stories dans le numérique, nous ont dit que sur le temps de travail, je leur ai dit, mais est-ce que notre réglementation du temps de travail fonctionne? C'est un enjeu important si on veut que le salariat puisse se développer, j'allais dire, dans le secteur du numérique. Ils nous ont répondu très clairement, Monsieur Mettling, le forfait jour, qui permet à nos jeunes geeks, qui développent les applications, qui sont au cœur un petit peu de notre production, le forfait jour convient bien. Le forfait jour, c'est quoi, pour résumer? C'est le fait qu'on n'a pas un décompte horaire du travail du salarié, on a une approche plus forfaitaire à travers la journée. C'est sur la journée qu'on apprécie le temps de travail, un certain nombre de jours dans l'année. Et en contrepartie, il y a des jours de RTT qui permettent de compenser cette approche forfaitaire. Ce mode de forfait jour fonctionne bien. Donc ça, c'est la première réponse. Donc le rapport, j'en profite pour le dire, ne consiste pas à vouloir que tous les salariés de ce pays, ça n'aurait pas de sens basculer en forfait jour. Pour 90% des salariés de ce pays, le décompte horaire reste pertinent. Mais pour les prestations du savoir, tous ceux qui développent, qui ne peuvent pas évidemment être intégrés dans des limites horaires précises, le forfait jour est adapté. C'est important parce que c'est là que se créent de nombreux emplois dans ces entreprises du numérique. Exactement. Qui ont besoin de flexibilité. Exactement. Or, le forfait jour est menacé par certaines décisions de justice. Voilà, ce que pointe le rapport que j'ai remis à Madame la Ministre hier, c'est qu'effectivement, le forfait jour qui convient bien est menacé, entre guillemets, du point de vue juridique, parce que 10 des 12 conventions, accords de branche dont a été saisi le juge ont été annulés. Alors, il est menacé parce qu'effectivement, qui dit forfait jour dit approche forfaitaire, et le juge insiste pour apporter certaines garanties supplémentaires, qu'on soit bien dans des situations de salariés qui sont autonomes dans leur travail, etc. Je vais pas les développer à l'antenne, mais le juge demande que le législateur, et j'en suis tout à fait d'accord, s'empare du sujet pour clarifier les conditions d'emploi. Donc il faut sécuriser le forfait jour, sinon, je le dis tranquillement, et sans que ça n'apparaisse comme une menace, la réponse des entreprises qui ont besoin de ces compétences, ce ne sera pas mettre en place des décomptes horaires. Ça ne fonctionnera pas dans ce secteur du numérique. La réponse d'entreprise, ça sera faire appel à d'autres modes de contribution, des freelances, voire d'externaliser les développements dont on a besoin dans notre pays. Donc si on veut que la France capte la part d'emploi
liées précisément à ces nouvelles activités au numérique, il est important de ne pas fragiliser le forfait jour et de le consolider. Vous avez évoqué le mot freelance qui renvoie au statut des salariés. Est-ce que vous prévoyez avec la révolution numérique une fin du CDI traditionnel tel qu'on connaît aujourd'hui, avec ce qu'on pourrait qualifier d'ubérisation du statut du travailleur, développement des freelances, des auto-entrepreneurs, etc. dans tous les différents métiers? Écoutez, d'abord un constat dans tous les pays du monde qui se développent sur le numérique, les formes d'emploi hors salariat sont en forte augmentation. C'est un constat. Moi, je suis parti un petit peu de ceux qui suis attachés au salariat, qui est convaincu qu'on peut adapter ce mode d'emploi à des évolutions aussi importantes. Encore une fois, logique d'adaptation, à condition qu'on soit attentif à un certain nombre d'enjeux. Mais il faut le constater, en France, d'ores et déjà aujourd'hui, 10% des emplois se font hors du salariat. Donc il faut prendre acte de cette évolution. Pour moi, c'est plutôt positif parce que derrière cet emploi hors salariat, il y a souvent des formes de retour à l'emploi. Il n'y a pas que des jeunes geeks qui veulent un schéma d'auto-entrepreneur. Il y a des gens pour qui c'est un mode de retour à une activité. Donc c'est extrêmement important et positif. Mais c'est vrai qu'en sens inverse, j'insiste fortement pour qu'un minimum de règles soient définies pour que ces nouvelles formes d'emploi ne viennent pas déstabiliser notre système de salariat. Et c'est en particulier l'enjeu de la protection sociale. Il faut que ces nouvelles formes d'emploi, quand elles se développent, quand elles existent, soient à la fois contributives au financement de notre protection sociale et à l'inverse, que ces travailleurs qui sont hors du salariat puissent bénéficier d'un certain nombre de droits. Ça suppose, disons-le très clairement, beaucoup d'évolutions et de transformations et de réformes. Quand vous avez vu tout le barouf qu'il y a eu autour du rapport Combrexel sur les 35 heures notamment, qu'est-ce que vous vous êtes dit avant de remettre votre rapport au ministre du Travail? J'étais un peu inquiet, disons-le très clairement, parce qu'on voit bien comment dans notre pays un travail de qualité, comme est celui qu'a fait Jean-Denis Combrexel, qui a animé une vraie commission pour essayer de progresser sur ce sujet, très très vite, et c'est la règle du média, peut-être, en tout cas sur une de ses positions, fragilisée, alors même qu'on n'en a pas vraiment débattu les termes. Donc inutile de vous dire l'inquiétude qui était la mienne. Ceci étant, moi j'avais, par rapport à Jean-Denis Combrexel, un avantage, c'était que, si je puis dire, j'étais sur un terrain nouveau. Jamais un rapport n'a été remis au pouvoir public se penchant sur les problématiques des conséquences du numérique sur la vie au travail. Et puis, je m'étais entouré, j'ai travaillé, je le dis très clairement, j'ai eu la contribution de tous les représentants du monde du travail, MEDEF, organisations syndicales. Nous avons travaillé pendant 4 mois, travaillé une demi-journée par semaine autour de ce rapport, nous avons écouté. Et du coup, c'est vrai que ce rapport était, comment dirais-je, était déjà largement partagé par les représentants du monde du travail sur un thème assez nouveau, au niveau, encore une fois, national. Le paradoxe que je veux souligner, c'est que le numérique, comme vous l'avez dit, est présent dans la vie de millions des salariés de ce pays. Il n'avait jamais été vraiment présent en tant que tel, ni au niveau d'un débat national, des conférences sociales, ni au niveau des négociations interprofessionnelles, ni à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que, voilà, c'est important de pouvoir progresser sur ce terrain. On verra ce qu'en fera le politique. Merci beaucoup Bruno Mettling, directeur général adjoint d'Orange en charge des ressources humaines, d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique.